le masque en or de Toutankhamon a été étudié pendant 100 ans. Chaque centimètre semblait mesuré, catalogué, entièrement expliqué. Puis une équipe, sans aucun intérêt particulier pour l'Égypte ancienne, a pointé du matériel de laboratoire conçu pour les joailliers et les laboratoires médico-légaux directement sur cet or. Des outils qui n'avaient a priori rien à faire près d'un pharaon. Personne ne s'attendait à ce que le métal dissimule quoi que ce soit d'autre. Et pourtant, si. Le visage. Le monde entier le connaît. Howard Carter a découvert l'entrée de la tombe de Toutankhamon dans la vallée des rois, le 4 novembre 1922, financé par le riche collectionneur anglais Lord Carnarvon. Il fallut encore 3 années de fouilles minutieuses, pièce après pièce, avant que l'équipe de Carter n'atteigne la momie elle-même. Le 28 octobre 1925, ils soulevèrent le couvercle du cercueil le plus intérieur parmi les 3 emboîtés les uns dans les autres et aperçurent le masque en or pour la première fois en environ 3250 ans. Carter décrivit le visage comme calme et beau, arborant les mêmes traits que les statues du roi retrouvées dans toute la tombe. Le masque mesure environ 54 cm de hauteur, soit un peu plus de 21 pouces, et pèse plus de 10 kg, soit environ 22 livres, constitué presque entièrement d'or. Ses yeux sont taillés dans de l'obsidienne et du quartz. Les sourcils et les paupières sont incrustés de lapis lazuli, et un large collier couvrant la poitrine réunit de la cornaline, du verre de couleur turquoise et d'autres pierres semi-précieuses. Un cobra et un vautour s'élèvent depuis le front, représentant la basse et la haute Égypte, réunis sous un seul souverain. 2 mois après sa découverte, le masque entreprit le voyage de 640 km jusqu'au musée égyptien du Caire, où il fut exposé pendant près d'un siècle avant d'être finalement transféré au nouveau Grand Musée égyptien de Gizeh, après l'ouverture complète de cet établissement en novembre 2025. La nouvelle présentation permet aux visiteurs de faire le tour complet du masque pour la première fois, révélant la formule de protection gravée dans son dos et sur ses épaules. Une vue que l'ancien musée du Caire n'avait jamais autorisée, le masque ayant passé près d'1 siècle adossé contre un mur. Pendant la majeure partie de cette période, le masque fut traité comme un chapitre clos de l'histoire, admiré mais rarement remis en question. Cette certitude commença à se fissurer dès l'instant où des scientifiques pointèrent enfin de véritables instruments d'analyse sur l'or lui-même. L'analyse qui ne cherchait pas de mystère. En 2014, une équipe de chercheurs japonais comprenant M. Uda, A. Ishiki et M. Baba obtint la rare autorisation d'étudier le masque à l'aide d'un appareil portable, conçu pour lire la composition chimique des métaux, sans les entailler ni en prélever le moindre fragment. Leurs outils combinaient 2 méthodes, la fluorescence X et la diffraction X, qui projettent toutes deux un faisceau sur une zone minuscule de la surface, d'environ 2 mm de largeur, puis analysent ce qui revient, afin d'identifier précisément les éléments et structures présents. L'ensemble du test s'est déroulé à l'air libre, sans causer le moindre dommage au masque. L'objectif était modeste. Les chercheurs souhaitaient répertorier les matériaux composant le masque ainsi que le trône doré assorti découvert dans la même tombe, en vérifiant quelles pierres et quels verres colorés avaient été utilisés, et quelle était la pureté réelle de l'or. Personne parmi eux ne s'attendait à ce que les résultats remettent en cause ce que les historiens pensaient déjà savoir sur l'objet. L'étude fut publiée cette même année dans un ouvrage honorant l'égyptologue japonais Sakuji Yoshimura, conçu comme une référence simple pour les chercheurs futurs, plutôt que comme une découverte destinée à faire la une des journaux. Les chiffres obtenus à partir du visage du masque racontaient une toute autre histoire que le reste. La couche dissimulée sous la surface. L'analyse confirma que les feuilles d'or constituant la majeure partie du masque affichent 23 carats, une pureté très élevée, cohérente avec le travail des métaux égyptiens royaux. Mais la surface du visage elle-même portait quelque chose de supplémentaire. Par-dessus cet or de 23 carats se trouvait un revêtement distinct, une couche d'or blanc de 18 carats, épaisse d'à peine 28 nanomètres,
plus fine que la plupart des bulles de savon et totalement invisible sans instrument capable de lire des structures à cette échelle. Cette seconde couche était restée sur le visage de Toutankhamon pendant environ 3300 ans, sans que personne ne la remarque, cachée dans un or qui paraît solide et uniforme à l'œil nu. L'or blanc tire sa teinte pâle du mélange avec des métaux comme l'argent, ce qui donne au visage une couleur bien distincte, comparée au jaune plus profond de la coiffure et du collier qui l'entoure. Les orfèvres de l'Égypte ancienne possédaient manifestement le savoir-faire nécessaire pour appliquer un revêtement aussi fin et aussi précis. Un niveau de maîtrise que les conservateurs modernes n'ont pas pleinement mesuré avant que le scan ne le révèle. Avant de continuer, si cette analyse vous intéresse, pensez à vous abonner. C'est une aide précieuse pour la chaîne. La découverte d'un revêtement caché sur le visage a immédiatement soulevé une question évidente. Pourquoi le visage aurait-il reçu un traitement différent du reste du masque? Et ce traitement différent avait-il un lien avec autre chose? Les scientifiques avaient déjà commencé à s'interroger sur l'origine du masque. Les oreilles ne correspondaient pas à l'histoire officielle. L'égyptologue britannique Nicholas Reeves s'était penché sur cette question précise depuis 2001, mais sa théorie n'a retenu l'attention du grand public qu'en 2015. Reeves a attiré l'attention sur les oreilles du masque, chacune percée d'un trou manifestement prévu pour porter des boucles d'oreilles. Dans l'art royal égyptien de cette époque, les oreilles percées apparaissaient presque exclusivement sur les enfants et sur les femmes, jamais sur un roi adulte représenté dans son image officielle. Reeves a soutenu qu'aucune représentation d'un pharaon masculin adulte dans l'art égyptien ne le montre portant des boucles d'oreilles, ce qui rend ce détail difficile à expliquer si le masque avait été conçu pour Toutankhamon en tant que roi régnant. Reeves a rattaché ses oreilles, percées d'un Neferneferuaton, une femme pharaon qui a brièvement exercé le pouvoir durant les années troubles qui ont suivi la mort d'Akhenaton et précédé l'accession au trône de Toutankhamon encore enfant. Nombre d'historiens estiment que Neferneferuaton et la reine Néfertiti, belle-mère de Toutankhamon, étaient une seule et même personne gouvernant sous un nom différent. Si cela est exact, Reeves a suggéré que le masque, ou du moins certaines de ses parties, auraient pu être fabriquées à l'origine pour elle. Zahi Hawass, ancien ministre égyptien des Antiquités, a vigoureusement contesté cette interprétation. Il a rappelé que les oreilles percées figurent sur des statues et des représentations de souverains de la XVIIIe dynastie, depuis leur enfance, affirmant que ce détail ne prouve rien en lui-même concernant le genre ou le destinataire prévu. Ce désaccord autour d'une paire de petits trous n'était que le début du débat. Le vrai conflit portait sur quelque chose gravé directement dans l'or, la reine qui avait disparu de l'histoire. Néfertiti était la grande épouse royale du pharaon Akhenaton, qui a gouverné l'Égypte pendant environ 17 ans, à partir de 1353 avant notre ère. Akhenaton a imposé l'un des bouleversements religieux les plus perturbateurs de toute l'histoire égyptienne. Il a fermé les lieux de culte des anciens dieux et élevé un unique disque solaire, appelé l'Aton, au-dessus de tous les autres. Néfertiti occupait un rôle publiquement très visible au cours de cette période. Elle apparaissait dans les bas-reliefs des temples, accomplissait des rituels presque toujours réservés aux pharaons et se tenait aux côtés de son mari davantage comme une co-dirigeante que comme une reine traditionnelle. Puis, aux alentours de sa 12e année, dans les archives officielles, Néfertiti disparaît purement et simplement des inscriptions égyptiennes. Les historiens débattent encore de ce qui s'est passé ensuite. Certains pensent qu'elle est décédée durant cette période. D'autres croient qu'elle a pris une nouvelle identité en tant que femme pharaon sous le nom de trône Neferneferuaton, régnant soit aux côtés d'Akhenaton, soit brièvement après lui, avant que Toutankhamon ne prenne le pouvoir encore enfant vers l'âge de 9 ans. Une troisième théorie désigne un souverain toujours mystérieux nommé Smenkhare pour combler ce même vide. Quelle que soit la version correcte, la révolution religieuse d'Akhenaton s'est effondrée presque aussitôt après sa mort. La cour royale a abandonné sa nouvelle capitale, est revenue au centre traditionnel du pouvoir à Thèbes et a rendu aux anciens dieux leur place d'antan. Toutankhamon lui-même est né sous le nom de Toutankhaton, en hommage au disque solaire que son père avait promu, avant de changer son nom pour honorer Amon, le dieu que sa famille s'employait à réhabiliter.
Comme très peu de documents fiables ont survécu de ces années, les historiens disposent de bien moins de matière ici que pour presque n'importe quelle autre période de l'histoire royale égyptienne. C'est précisément ce vide dans les archives qui a poussé les chercheurs à examiner avec une telle intensité les inscriptions portées par le masque lui-même, espérant que le métal aurait préservé ce que les inscriptions officielles n'avaient pas transmis, le nom caché sous le nom. Reeves s'est également penché sur le cartouche, ce cadre ovale que les Égyptiens utilisaient pour encadrer le nom royal gravé sur les sangles qui courent le long des épaules du masque. Il a décrit la surface entourant le nom de Toutankhamon comme visiblement usée et retravaillée, comparée à la gravure nette et précise que l'on trouve ailleurs sur le masque. En examinant de plus près de légères égratignures visibles sous cette surface, Reeves a rapporté que les contours correspondaient en réalité à un tout autre nom. Ce nom se lisait Ankheperure Neferneferuatan, le même nom de trône associé à la femme pharaon qui aurait pu être Néfertiti en personne. Reeves a développé cet argument dans un article intitulé « Le masque de Toutankhamon reconsidéré », s'appuyant sur des années de recherche portant sur des objets trouvés dans la tombe et qui semblent avoir été réutilisés depuis un propriétaire antérieur. Sa théorie soutient que lorsque Toutankhamon mourut soudainement et de façon inattendue vers l'âge de 18 ou 19 ans, ses fonctionnaires ne disposaient d'aucune tombe convenablement préparée, ni d'équipement funéraire adapté. Sous cette pression, les ouvriers auraient saisi des objets royaux disponibles, dont un masque fabriqué plusieurs années auparavant pour quelqu'un d'autre, et auraient modifié le nom ainsi que le visage pour les adapter à leur nouveau roi. Cette explication ne tient que si les preuves physiques viennent l'étayer, et les chercheurs en ont effectivement trouvé d'autres, dissimulés dans l'alliage d'or lui-même. 2 ors, un seul visage. Des analyses distinctes réalisées sur le masque ont révélé que l'or utilisé pour le visage affiche une teneur d'environ 23,2 carats, tandis que l'or couvrant le reste de la coiffure et du collier se rapproche davantage de 23,5 carats. La différence est minime, mais suffisamment constante pour que Reeves avance que le visage avait été fabriqué comme une pièce métallique distincte, ajoutée sur une coiffure existante, plutôt que fondue en une seule coulée continue avec l'ensemble. Cette affirmation rejoint directement ce que la numérisation de 2014 avait déjà mis en évidence. Un visage présentant son propre alliage d'or, légèrement différent, puis recouvert d'une mince pellicule d'or blanc pâle que personne n'avait détecté en 90 ans d'exposition, laisse penser à un visage substitué plutôt qu'original. Reeves a soutenu que la coiffure Némès, le collier et les oreilles avaient d'abord été conçus pour Néferuaton, tandis que le visage visible aujourd'hui aurait été ajouté par la suite, remplaçant celui qui s'y trouvait à l'origine. Rien de tout cela ne prouvait la théorie de façon irréfutable, mais cela offrait aux sceptiques comme aux partisans des éléments concrets méritant d'être approfondis. Cet examen plus poussé arriva plus tôt que prévu, provoqué par un accident que personne n'avait anticipé. L'accident qui imposa un regard plus attentif. En août 2014, des agents travaillant au musée égyptien du Caire firent accidentellement tomber la longue barbe tressée du masque alors qu'ils réparaient l'éclairage autour de sa vitrine. Plutôt que de signaler les dégâts par les voies officielles, le personnel recolla discrètement la barbe à l'aide d'une colle époxy industrielle, laissant une croûte épaisse et bien visible à la jonction entre la barbe et le menton. Cette réparation bâclée resta cachée du public jusqu'en janvier 2015, date à laquelle les dommages furent finalement révélés et confirmés par le ministère égyptien des Antiquités. Les responsables firent appel au restaurateur allemand Christian Ekman, spécialiste de la restauration du verre ancien et des métaux pour corriger correctement les dégâts. À partir d'octobre 2015, Ekman dirigea une équipe germano-égyptienne dans un processus de 9 semaines visant à retirer la barbe, éliminer l'époxy et la fixer à nouveau à l'aide de cire d'abeille, un matériau bien plus proche de ce qu'auraient utilisé les orfèvres égyptiens de l'Antiquité. Dans le cadre de ces travaux, l'équipe réalisa une numérisation tridimensionnelle complète du masque, constituant la première étude détaillée de ces techniques de fabrication jamais conduites. Ces recherches révélèrent que la barbe s'était déjà détachée une première fois après la découverte de la tombe, et qu'elle n'avait pas été correctement refixée
avant 1946. 8 employés du musée, dont un ancien directeur, furent par la suite sanctionnés et condamnés à des amendes. Le scandale entacha la réputation internationale du secteur des antiquités en Égypte, mais il produisit également l'examen physique le plus approfondi que le masque ait connu depuis qu'il avait quitté la tombe. Même avec toutes ces nouvelles données en main, tous les experts ne s'accordaient pas pour dire que l'histoire pointait vers Néfertiti. Les responsables et chercheurs égyptiens ont régulièrement contesté l'idée que le masque aurait été conçu pour quelqu'un d'autre que Toutankhamon lui-même. Zahi Hawass a déclaré sans ambiguïté que les oreilles percées ne signifient rien en elles-mêmes, puisqu'on les retrouve partout dans les représentations de la jeune royauté de la 18e dynastie, quel que soit le genre. Sabah Abdelrazi, ancienne directrice du musée égyptien, a attiré l'attention sur le sort protecteur gravé dans le dos et sur les épaules du masque, soutenant que sa formulation renvoie à plusieurs reprises au nom et titre associés à Toutankhamon, ce qui, selon elle, fragilise toute affirmation selon laquelle la pièce aurait appartenu à quelqu'un d'autre. Elle a également souligné que lors de la restauration de 2015, l'équipe dirigée par des Allemands avait spécifiquement recherché toute trace du nom de Néfertiti sur le masque et n'en avait trouvé aucune. La théorie plus large de Reeves, selon laquelle la sépulture non découverte de Néfertiti se trouverait derrière une paroi dissimulée à l'intérieur même de la tombe de Toutankhamon, s'est heurtée à une résistance similaire. Des relevés radars réalisés par un spécialiste japonais en 2016 avaient suggéré la présence d'espaces creux derrière le mur nord de la tombe, mais une enquête de suivi menée par une équipe italienne de l'Université polytechnique de Turin n'a trouvé aucun élément confirmant cette interprétation. Une étude académique détaillée publiée en 2021, portant sur l'ensemble des relevés radars et des arguments avancés sur ce sujet, a conclu que les preuves globales allaient fortement à l'encontre d'une sépulture cachée de Néfertiti, tout en reconnaissant que certains objets de la tombe avaient manifestement été réutilisés à partir d'un propriétaire antérieur. Ce qui a résisté à chaque cycle de ce débat, c'est le métal lui-même, posé exactement là où le scan de 2014 l'avait détecté, immuable, peu importe le camp que l'on choisissait. Ce que tout cela signifie au fond, voilà la vraie question. Écarter les théories concurrentes, et un fait demeure inébranlable. Une équipe utilisant un équipement conçu pour l'analyse chimique et non pour l'archéologie a découvert un revêtement d'or blanc à 18 carats, épais de seulement 28 nanomètres, posé sur le visage de Toutankhamon, dissimulé à l'intérieur d'un métal que des millions de personnes avaient déjà contemplé directement pendant des générations. Cette mesure n'est pas sujette à débat, comme peut l'être la théorie sur Néfertiti. C'est un fait établi, et personne ne l'avait documenté avant que les scans modernes ne le révélant enfin. Que cette couche cachée, les oreilles percées et la cartouche usée représentent ensemble une identité volée à une reine oubliée, ou reflètent simplement le travail ingénieux et précipité d'orfèvres de l'Antiquité, reste l'un des débats les plus vifs de l'égyptologie aujourd'hui. Le masque est désormais exposé au grand musée égyptien de Gizeh, un musée couvrant environ 500 000 mètres carrés, qui réunit enfin plus de 5 000 objets, provenant de la tombe de Toutankhamon en un seul lieu, un endroit que l'équipe d'Howard Carter n'aurait jamais pu imaginer, en se tenant à l'intérieur de cette tombe, scellée en 1922. Les scientifiques continuent de chercher à comprendre pleinement un visage que le monde croyait déjà connaître.